lorsque j'étais stagiaire à la Cour suprême, on devait donner un avis sur un aveu qui avait été donné pour le meurtre d'un député qui s'appelait Abou Rabia. Et cet aveu avait été extorqué sous la menace et même sous les coups. Ces aveux ont bien sûr été annulés, mais il n'empêche que les méthodes de la police n'ont malheureusement pas beaucoup évolué. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer au tribunal de district de Jérusalem. Cela fait depuis maintenant près de 2 semaines que Nir Hefetz, l'ancien conseiller en communication de Binyamin Netanyahou, témoigne. Depuis 2 jours maintenant, il y a le contre-interrogatoire de la part des avocats de la défense et ce contre-interrogatoire révèle, on va dire, un comportement plutôt étonnant de la part des enquêteurs de la police. Alors, tout simplement, on va dire, Nir Hefetz accuse les enquêteurs de la police d'avoir exercé des pressions hors normes, exagérées dans sa direction, menaçant même de faire voler en éclats sa famille, en le jetant dans une cellule infestée de puces, et d'autres supplices de ce titre, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est tout à fait particulier? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a là, dans ces réponses de Nir Hefetz, un élément important dans le procès de Binyamin Netanyahou? Il y a 2 questions dans votre question. La première chose, est-ce que c'est particulier? Eh bien, malheureusement, non. Moi, je me souviens, il y a 35 ans ou 40 ans presque, lorsque j'étais stagiaire à la Cour suprême, on devait donner un avis sur un aveu qui avait été donné pour le meurtre d'un député qui s'appelait Abou Rabia. Et cet aveu avait été extorqué sous la menace et même sous les coups. Ces aveux ont bien sûr été annulés, mais il n'empêche que les méthodes de la police n'ont malheureusement pas beaucoup évolué. Il faut rappeler que dans le droit israélien, l'aveu est une pièce fondamentale du procès et que plus de 80% des personnes, des inculpés, sont condamnés sur leur propre aveu. Donc, si vous voulez, la police, il y a une tendance, une tentation, j'allais dire extrêmement forte de la part de la police, de faire, j'allais dire, des interrogatoires extrêmement forcés. Et le problème, évidemment, est de savoir est-ce que jusqu'à où ces interrogatoires forcés conduisent, influencent ou non les aveux qui ont été donnés. Ouais. Alors il y a tout un droit dans cette matière qui n'existe pas d'ailleurs en France, qui s'appelle le droit des preuves, et le juge va en bout de course devoir qualifier est-ce que cet aveu est recevable ou non s'il a été donné suite à un interrogatoire extrêmement forcé. Alors, là, on va replacer le contexte. Là, les aveux, ce sont les aveux de Nir Hefetz, ce ne sont pas des aveux véritables. C'est en fait une exigence de la part de la police qui lui dit « coopère avec nous contre Binyamin Netanyahou, sinon nous te rendrons la vie amère ». Ce sont pas des aveux véritables. On sait ce que l'implication de Nir Hefetz dans les dossiers 1000, 2000 et 4000, mais ce que la police voulait absolument, apparemment, eh bien, c'est obtenir de Nir Hefetz des preuves pour devenir témoin à charge. C'est peut-être différent. Absolument. Aussi. Ce sont des aveux qui sont véritables. Est-ce qu'ils sont recevables ou non? C'est la question dont on va essayer de parler peut-être ce matin. C'est ça. Mais est-ce qu'un aveu qui a été donné suite à une promesse qui est une promesse illégale est recevable? Selon le droit des preuves, il ne l'est pas. Est-ce que c'est le cas des aveux qui ont été donnés par Nir Hefetz, qui est, comme vous l'avez soulevé, témoin à charge, c'est-à-dire que c'était un proche collaborateur, un très proche collaborateur de Binyamin Netanyahou, auquel le procureur a donné, j'allais dire, une immunité contre son témoignage. Si vous voulez, c'est un témoignage qui n'est pas tout à fait propre, entre désintéressé. Est-ce que ces aveux sont annulables par la Cour, oui ou non? C'est ça, en fait, je pense qu'il serait intéressant qu'on parle ce matin. Alors, je vous pose la question très clairement, parce qu'il est probable que, vu le déroulement du contre-interrogatoire des avocats de la défense, ces avocats aillent très rapidement devant la Cour et disent nous voyons que Nir Hefetz a cédé aux pressions des enquêteurs de la police,
donc que ce témoignage de Nir Heifetz n'est pas recevable et que tout ce qui est lié au témoignage de Nir Heifetz n'est pas du tout recevable dans le cadre des procès de Binyamin Netanyahou. C'est ce qui doit se passer maintenant ? Absolument, c'est ce qui risque absolument de se passer, mais je dois dire quand même, il y a un élément de temps ici qui n'a pas tellement été relevé dans tous les reportages que moi j'ai vus, c'est que Nir Heifetz n'a pas donné immédiatement qu'il y a eu des pressions, c'est incontestable. Que ces pressions soient regrettables, c'est incontestable. Est-ce qu'elles sont illégales? Je n'en sais rien, parce que on ne sait pas exactement. Vous savez, on est en train de commenter, j'allais dire, le procès au milieu, c'est-à-dire c'est comme si on commentait un match de football en plein milieu de son déroulement, donc c'est très difficile de pouvoir se prononcer. Mais les aveux et le fait, la signature du contrat de témoin à charge et les aveux de Nir Heifetz ont été rendus bien après que Nir Heifetz, c'est 2 semaines après que Nir Heifetz ait été libéré, après qu'il ait pu et qu'il l'a d'ailleurs, il a demandé l'avis de plusieurs avocats et de sa famille. Donc, si vous voulez, ici, il y a une sorte de décalage entre les pressions qui ont été données, et d'une part, et d'autre part, les aveux qui ont été rendus. Et d'ailleurs, je crois que ici, on assiste à une sorte il est en train de fermer un compte avec les procureurs ou ses enquêteurs. Mais quand on lui pose la question, est-ce que ce que vous avez dit est la vérité? Il répond aujourd'hui de manière libre devant le tribunal. Oui, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc, si vous voulez, il y a eu, j'allais dire, il est clair que ces aveux n'ont pas été rendus de manière la plus consentante possible. Mais est-ce que le tribunal va automatiquement annuler ces aveux parce que ils ont été motivés par un manque de consentement au début? Ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que après déjà plusieurs mois de procès, on va dire presque 1 an de procès, le procès se profile comme étant plus à l'avantage de Binyamin Netanyahou, on doit dire des avocats de la défense, et au détriment du parquet qui a subi plusieurs revers de manche? Écoutez, il est extrêmement difficile de se prononcer à ce stade-là. D'abord parce qu'on n'a pas fini le contre-interrogatoire de Nir Heifetz, qui est un contre-interrogatoire capital. Il y a également une chose sur laquelle on ne pourra pas se prononcer, c'est sur est-ce que le tribunal va croire tel ou tel témoin. Mais je ne crois pas forcément. Alors, il est clair que la version du procureur a été embréché, a été embouté par les questionnements des avocats de Binyamin Netanyahou. Mais je crois quand même que les fondamentaux restent et demeurent. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu, on a bien vu dans le premier interrogatoire et contre-interrogatoire de Yehoshua, qui était donc le directeur de Vala, on avait bien vu que donc il y a eu des influences énormes en faveur de Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire il avait bien compris que les directives de Balfour, à l'époque, de Binyamin Netanyahou, devaient être prises en compte au-delà de n'importe quelle demande. Mais on a aussi appris qu'il faisait cela avec tout le monde. Il faisait cela, le directeur de Walla, avec d'autres hommes politiques, même s'il ne le faisait pas avec autant d'intensité qu'avec Netanyahou. Absolument, il le faisait avec d'autres autres politiques. La seule problème, c'est que l'un était Premier ministre, et non seulement parce qu'il était Premier ministre, mais il avait aussi le pouvoir d'influencer, et c'est ça l'inculpation, la fusion entre Vala et Bézek, qui était évidemment le plus grand désir des directeurs du propriétaire de Vala. Donc si vous voulez, il pouvait donc donner quelque chose. Un autre politicien, il ne peut que courtiser la presse. Le Premier ministre, qui était aussi le ministre de la Communication, avait également la compétence de donner, j'allais dire, des faveurs qui sont évaluées quand même à plus d'1 milliard de shekels aux propriétaires de Vala. C'était ça. Donc on avait vu le témoignage de Reuven Yehoshua. La deuxième question qui va se poser au tribunal, c'est de savoir est-ce que Binyamin Netanyahou était conscient que le fait qu'il pouvait donner une contrepartie pouvait influencer ce qu'il a reçu en retour de Vala.
Et c'est dans ça que le témoignage de Nir Refetz c'est très important. Et j'allais dire, il relie, parce que Nir Refetz, pardon. Promis, dans le sens où il témoigne que Binyamin Netanyahou était bien au courant de ça, qu'il avait détruit des documents, que même Alovitch, qui était donc le propriétaire de Vala, était également bien au courant que le fait qu'il y avait un je te donne, tu me donnes. Et c'était pas quelque chose qui était fait par hasard. Donc, si vous voulez, à ce stade-là, et c'est vraiment très très difficile de se prononcer sur un procès en cours. Hein, c'est surtout qu'on en est au début. Hein, vous dites que ça fait 1 an. Moi, j'évalue ce procès qui va durer encore au moins 2 ans. Donc, si vous voulez, on est dans la première tiers du procès. Je crois qu'aujourd'hui, les fondamentaux qui ont motivé le procureur à déposer cette inculpation, j'allais dire, sont quand même vérifiés. Au début de son témoignage, Nir Refetz a lui-même avoué, c'était même dans une lettre qui a été diffusée dans la presse, que il n'avait jamais reçu de la part de Binyamin Netanyahou la moindre directive à propos de ces fameux dossiers de régulation qui sont au cœur du débat du dossier 4000. Donc, d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, tout l'argumentaire de la partie civile était frité quelque part, n'est-ce pas ? Non, parce qu'il avait peut-être pas reçu quelque chose spécifique, mais il était clair que Binyamin Netanyahou donnait, c'est pas tellement d'ailleurs, c'est également Binyamin Netanyahou, en même temps Sarah, sa femme, et son fils également Yair. Oui, mais comme l'a dit le président de la Cour, voilà, c'était directement, il leur donnait les titres même. Oui. Donc si vous voulez, on assistait, il a décrit des scènes où il y avait il était en fait il transmettait les messages, des messages qui étaient certains écrits, d'autres oraux. Il transmettait les messages entre Alovitch, le propriétaire de Vala, et Binyamin Netanyahou. Donc il était au courant de ces messages. Et en plus, ce qu'on oublie évidemment, au-delà du témoignage de Nir Refetz, il y a ces enregistrements qui ont une valeur fondamentale, puisque l'enregistrement était fait en direct, et donc ces enregistrements sont produits à la cour. Ouais, c'est pour ça que si le témoignage de Nir Refetz est annulé, tous les enregistrements ne peuvent pas être utilisés. Ah, pas forcément. Il y a une jurisprudence, si vous voulez, ça vous rentrer dans une grande théorie juridique. Il y en a certains, c'est une théorie américaine qui dit qu'à partir du moment où on annule un aveu, toutes les preuves réelles qui ont été données suite à cet aveu sont annulables. Mais la Cour suprême israélienne a adopté, la vie inverse. C'est-à-dire qu'on annule l'aveu, mais par contre, si dans l'aveu, on dit le corps a été enterré sous le 3e arbre, le corps reste quand même une preuve. Même s'il a été, il a été découvert grâce à un aveu qui est annulable. C'est une grande théorie juridique, mais je crois que là-dessus, je ne suis pas sûr déjà que cet aveu sera vraiment annulé. Une dernière question. Lorsque l'on voit l'acharnement des enquêteurs, que Nir Refetz dit lui-même qu'il y avait plus d'enquêteurs pour essayer de le convaincre de témoigner que dans le procès de Ivan Demaniuk, il a dit ça hier, est-ce que il est aujourd'hui, on comprend un petit peu mieux, et il est exact de dire tout simplement que les enquêteurs ont d'abord ciblé Netanyahou. Ils ont tiré la flèche et ils ont mis la cible. Ils ont après cherché les moyens d'inculper le Premier ministre. Je suis pas sûr. C'est-à-dire, c'est évident. C'est une dialectique qui est faite par tout inculpé. J'allais dire que toute personne qui est inculpée disent, en tout cas les politiciens, c'est leur leitmotiv. Ça a été fait pour Olmert, ça a été fait disait qu'il avait été la cible. Ça a été fait aussi pour Katsaf. C'est dit il était la cible. Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment la motivation des enquêteurs. Il est clair que des enquêtes comme ça qui touchent à un Premier ministre, à un ministre, sont des enquêtes qui sont extrêmement sensibles. On peut s'apercevoir en effet que Nir Refetz a vraiment un compte à régler avec le procureur. Il leur en veut. D'ailleurs, je crois qu'il a même l'intention de déposer une plainte civile à leur encontre. Donc, il a voulu fermer, il a voulu régler un compte avec eux. Est-ce qu'on peut voir de ça une motivation où on l'a pointé Binyamin Netanyahou en mire et puis après on a essayé de trouver les preuves ensuite? Je suis pas convaincu de cette thèse d'après ce qu'on entend jusqu'à présent. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce dossier important. On aura l'occasion certainement de se reparler sur le dossier du procès de Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Chag Sameach. Chag Sameach.